factor for taking out to the ball game, pro wrestler CM Punk. All right, Chicago, before we send these guys back to Milwaukee, I got to give a shout out to the Chicago Blackhawks. Taking on the Kings tomorrow. We're going to crush them. We're going to bring the cup back home. All right, let me hear you. A one, a two, a three. Take me out to the ball game. Take me out to the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I ever get back for it's root for the Cubbies. If they don't win, it's a shame. For it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game. Let's get some runs! Play ball! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 3e numéro de Culture Baseball at Bat. Culture Baseball at Bat, c'est le nouveau rendez-vous de Culture Baseball qui permet aux fans de s'exprimer sur leur passion du baseball, notamment à travers la culture. Alors en général, je demande à mes invités de choisir un film, un livre, un troisième choix culturel qui peut être une chanson, un autre livre, un autre film, un manga, peu importe, c'est eux qui décident et on termine par un petit quiz. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro premier Culture at Bat de l'année 2021, je reçois l'une de mes teammates du site The Strikeout, la journaliste Marion Ayo. Bonjour Marion. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien. On en parlait juste avant l'enregistrement. On a appris une bonne nouvelle en tant que fan des Yankees, la re-signature de DJ LeMahieu. Donc la journée se passe extrêmement bien. Ah, exactement, ça met un peu du baume au cœur parce que là, on voyait tout le monde un petit peu s'exciter sur le marché des transferts, des trades, free agency, puis les Yankees restaient quand même assez calmes. Mais bon, c'était une signature qui était attendue, mais là, au moins, ça y est, c'est fait, c'est soulagé. On peut passer au renforcement des Yankees avec d'autres postes qui méritent. Alors, Marion, avant d'attaquer sur les choix que tu as fait, que tu m'as communiqué, qui sont, je vous le dis, hein, je spoil, mais d'excellents choix. Premièrement, peux-tu te présenter et puis nous dire quelle est ta passion du baseball, d'où elle vient et comment elle se manifeste? Alors, comme tu l'as dit, on se connaît depuis quelques années maintenant grâce à l'intermédiaire de The Strikeout pour lequel on contribue tous les deux. Moi, ma passion du baseball, elle est née il y a assez longtemps. On est un petit peu de la même génération, Gaëtan, je le sais. Donc, j'avais une dizaine d'années quand j'ai commencé le baseball. En fait, ça paraît assez improbable pour une fille de jouer au baseball, mais j'ai trouvé un club dans la ville de Saint-Étienne où j'habitais à l'époque et en fait j'ai fait un essai et ça m'a tout de suite plu. Donc je suis partie dans cette aventure baseball qui pour moi aura duré très longtemps, hein, plus de 20 ans. Voilà. Donc le baseball en club en France et puis vers l'âge de 14-15 ans, je me suis dit qu'il fallait un petit peu se tourner vers la source du baseball, vers les États-Unis. Donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à ça. Alors à l'époque, il n'y avait pas trop l'internet qu'on connaît aujourd'hui. C'était pas facile de trouver des infos sur le baseball. Donc j'achetais en fait des journaux américains. C'était le USA Today version internationale. J'achetais ça à la librairie à Saint-Étienne. Ça arrivait avec quelques jours de retard. Mais j'achetais ça pendant la post-season en fait pour en apprendre un peu sur la MLB. Et puis forcément, c'était à peu près milieu des années 90. Donc, qu'est-ce qui se passait au milieu des années 90? C'était le début de la nouvelle dynastie des Yankees. Donc, évidemment, je suis une excellente époque. Dedans. Ouais, excellente époque. Et puis on voyait ce fameux NY un peu partout, hein, sur les trousses d'école, sur les cahiers, sur les classeurs. Donc, forcément, ça attirait l'œil. Et donc, je suis tombée dans la marmite Yankees. Je suis tombée, on va pas dire amoureuse quand même, mais
d'un petit rookie qui s'appelait Derek Jeter, forcément. Donc ça a été mon chouchou. Ouais, qui a fait une carrière plutôt honorable par la suite. Ouais, ça va. Il commençait tout juste. Je me suis dit, tiens, il a pas l'air mal. Celui-là, je vais le suivre. J'ai bien fait. Donc voilà, ma passion des Yankees est née comme ça, du baseball, bien sûr. Et puis après, au fil des ans, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis plusieurs fois, au Canada aussi. Donc pour voir des matchs MLB, entre autres, bien sûr au Yankee Stadium, à l'ancien Yankee Stadium et au nouveau Yankee Stadium. J'ai eu cette chance-là. J'ai fait pas mal de stades. J'ai fait Toronto beaucoup de fois. Je suis allée beaucoup de fois au Canada. J'ai eu cette chance-là. Mais des matchs aussi à Wrigley Field, à Cleveland, à Pittsburgh, à Détroit, à Washington. Pour moi, c'est un peu un rêve. Hein. Les États-Unis, ma passion des États-Unis se lie un peu avec ma passion du baseball. Donc dès que je peux, dès que c'est la saison, et ben forcément je vais voir un match. Et fan de basket voilà, d'ailleurs aussi. Ouais, fan de basket. J'aime beaucoup les sports américains, le baseball et le basket en premier lieu, mais c'est vrai que je suis passionnée par le sport, je suis passionnée par les États-Unis. J'avoue qu'en tant qu'amoureuse de ce pays, je sais pas trop quand je vais pouvoir y retourner parce que c'est voilà, on va pas faire de politique, mais bon, ça donne pas très envie et puis c'est un petit peu déprimant ce qu'on voit là-bas. Mais voilà, c'est né comme ça et après donc j'ai joué au softball. En fait, je suis passée du baseball au softball et j'ai joué plus de 20 ans au softball, participé à des coupes d'Europe des clubs et tout, donc une grande aventure pour moi. Donc c'est vraiment quelque chose qui me suit depuis que j'ai 10 ans et je suis pas prête de décrocher. Je ne joue plus aujourd'hui, mais mon amour, j'essaye de le faire partager à travers les articles de The Strikeout et puis sur l'actu, bien sûr sur les comptes Twitter et tout ça, quoi. Voilà. Et puis comme moi, tu participes aussi au podcast Hype. Ouais, c'est une super aventure ça. C'est vraiment super. Hein. Oui, qui est maintenant un peu plus d'un an que The Strikeout a rejoint Hype dans cette aventure. Et puis, alors je l'ai dit, tu es fan des Yankees comme moi, mais tu es aussi très attaché à deux autres franchises. C'est les Blue Jays de Toronto et les Washington Nationals. Ouais, Toronto, comme je disais, en fait, j'ai de la famille très proche qui habite pas très loin de Toronto, donc c'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Canada et forcément d'aller voir des matchs à Toronto. Donc c'est vrai que je me suis pris d'affection assez tôt, à peu près à la même époque que les Yankees. Alors c'est vrai que j'ai plus fondu sur les Yankees, c'était plus l'intérêt sportif, on va dire, hein, bien sûr, parce que les résultats étaient meilleurs à l'époque. La Toronto sortait tout juste, hein, au milieu des années 90, ils avaient eux connu leur heure de gloire juste avant. Et donc c'est vrai que Toronto, j'y suis allée souvent et j'ai la chance d'y aller l'été. Et en fait, il y a 99% de chances de voir des matchs Toronto-New York, enfin Blue Jays Yankees l'été à Toronto, hein, comme ils sont tous les deux dans la même division. Il y a beaucoup de matchs. On sait que les calendriers sont faits comme ça. L'été, il y a souvent même des double-headers. Et c'est vrai qu'en plus d'aller voir plusieurs matchs à Toronto, j'ai vu plusieurs fois cette opposition. Et je vais me permettre de rajouter une petite anecdote. En 2009, j'ai vu ce match-là, Blue Jays Yankees. Et forcément, comme à chaque fois, je vais voir le batting practice donc très longtemps à l'avance, 3 heures avant le début du match. J'ai amené mon gant comme à chaque fois. Et en fait, je suis descendue. On peut, comme ça, au batting practice, aller au premier rang. Hein. J'avais pas de place au premier rang, mais la sécurité laisse passer. Et j'étais du côté du dugout des Yankees pour espérer le miracle d'avoir l'autographe de ce fameux Derek Jeter. Alors, j'ai raté Derek Jeter parce qu'il n'a pas signé d'autographe ce jour-là. Mais j'ai eu un certain Mariano Rivera qui a signé mon gant. Et en fait, c'était mon gant de softball que j'avais emmené sur le... Ça me dit vaguement quelque chose, ce nom. Ouais, un petit peu aussi. Ouais, pareil, il a fait une carrière plus ou moins honorable, il me semble. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et donc, du coup, j'ai la petite signature d'un joueur qui a fait 100% de vote au Hall of Fame sur mon gant de softball. Ah, oui, et bien entendu, dès qu'il a signé le gant, je n'ai jamais réutilisé le gant et il est encadré, bien sûr, chez moi. Obligé. Et j'ai dû racheter un gant. J'étais au Canada, donc ça tombait bien. J'ai racheté immédiatement un gant pour rentrer en France avec un gant de softball. Mais j'ai le privilège et l'immense honneur d'avoir la signature de Mariano Rivera sur un gant, donc alors pour ceux qui découvriraient le baseball en écoutant cette émission, Mariano Rivera, c'est simplement une légende du baseball, une légende des Yankees. C'est le plus grand closer de tous les temps, donc le lanceur de 9e manche qui met fin au match et effectivement le seul joueur élu à 100% au Hall of Fame et en plus dès sa première année. Ouais, c'est ça, donc c'est classe. Et puis un petit mot sur Washington. Alors là, c'est alors j'aimais bien Washington parce que pareil, quand on suit le baseball d'un peu près, on avait tellement entendu parler de
ce jeune garçon de 17 ans qui s'appelait Bryce Harper, qui était promis à Monts et Merveilles quand il était gamin. Donc, je me suis forcément intéressée à lui. Donc, j'ai suivi sa carrière à Washington. Et après, c'est aussi pas par procuration, mais voilà. Mon conjoint est un grand amateur et aime beaucoup les Washington Nationals. Donc, du coup, mon amour pour les Nationals a pris de l'ampleur depuis quelques années. Et là aussi, j'ai eu de la chance d'aller voir des matchs à Washington, donc c'est pour ça que je suis aussi cette franchise. Bon, on en reparlera pour le quiz de ces trois équipes. Alors, Marion, avançons dans ton premier choix. Alors, quel est ton premier choix, celui du film? Alors, le film, je vous parlais tout à l'heure de filles qui jouent au baseball, un sujet qui me tient un petit peu à cœur, donc forcément, je ne pouvais que choisir un film qui s'appelle Une équipe hors du commun, A League of Their Own en anglais. C'est vraiment moi mon film préféré, film de baseball. Il y en a beaucoup, il y a plein de thèmes qui sont évoqués, mais c'est vrai qu'Une équipe hors du commun me tient particulièrement à cœur. J'ai pu en parler l'année dernière pendant le premier confinement. On avait fait plein d'articles culture sur The Strikeout. J'avais parlé des films de baseball et j'avais déjà avoué à cette occasion que c'était mon film préféré. Un film qui est sorti en 1992, qui a été réalisé par une femme, Penny Marshall. L'idée de départ, en fait, c'est Penny Marshall qui, fin des années 80, découvre un documentaire à la télévision, un documentaire sur une histoire dont elle n'avait jamais entendu parler, qui est l'histoire de la ligue des All-American Girls Professional Baseball League, avec mon plus bel accent anglais, qui est en fait une ligue, comme son indique, féminine professionnelle de baseball. Et cette ligue a existé pendant une petite dizaine d'années, à partir des années 40, en fait, qui débutait en 1943. Et Penny Marshall prend connaissance de cette histoire et immédiatement se dit, mais il faut absolument faire un film. C'est une histoire qui est totalement méconnue, alors que pourtant, le baseball aux États-Unis, on sait ce que ça représente. Donc, elle a voulu mettre à l'honneur cette ligue de baseball féminine. Alors, en quelques mots, en fait, je vous disais, 1943, on est évidemment en pleine Deuxième Guerre mondiale. Parmi les meilleurs joueurs de MLB partent au front. Il y a Ted Williams, bien sûr, il y a Joe DiMaggio, Stan Musial, il y a plein de joueurs qui partent au front. Là, la MLB s'inquiète, en fait, se dit, mince, le championnat risque de s'arrêter, on va perdre l'intérêt aussi des fans. Donc, il faut trouver quelque chose pour maintenir un peu l'amour du baseball, pour continuer aussi, bien sûr, le divertissement. Ça fait partie de l'effort de guerre aussi, de pouvoir distraire quand même la population dans une époque comme ça. Et la MLB décide de lancer une ligue féminine de baseball. Et pour cela, elle va faire appel, elle va organiser des grands try-outs, des grandes journées de recrutement, faire venir des filles et des femmes de tout le pays, en fait, qui jouaient parfois en club, qui jouaient au softball, évidemment. Parfois en club, il y a des filles qui jouaient pas en club, qui jouaient avec leurs frères, avec leurs pères. Et en fait, ces joueuses vont venir de tout le pays. Alors, c'est généralement soit des jeunes joueuses, soit des mères des femmes mariées qui attendaient, dont le mari était au front, par exemple, et qui étaient à la ferme et qui essaient d'entretenir la ferme. Donc, c'est ça, en fait, le point de départ de ce film, c'est la création d'un championnat de baseball féminin. Donc, c'est une histoire vraie. Alors, après, bien évidemment, c'est romancé, mais c'est vraiment ça le point de départ qu'a voulu raconter Penny Marshall. Alors, effectivement, qui venait des quatre coins du pays, des États-Unis, également du Canada. Alors, effectivement, c'était une histoire oubliée que ce documentaire, à la fin des années 80, a permis de remettre un petit peu sur le devant de la scène, mais c'est surtout le film de Penny Marshall, avec un casting prestigieux, Jenna Davis, Tom Hanks, Madonna, Rosie O'Donnell, qui est une actrice très célèbre aux États-Unis, Laurie Petty, qui était une actrice en vogue à cette époque-là. Je pense aussi à David Strathairn. Alors, dit comme ça, vous dites, je le connais pas, mais c'est le genre de second rôle que vous voyez dans tous les films, genre Jason Bourne, Lincoln de Spielberg. Enfin voilà, il y a quand même un sacré casting. À la musique, on a Hans Zimmer, qui est un des plus grands compositeurs d'Hollywood, qui a d'ailleurs travaillé aussi sur Le Fan. Et le scénariste, c'est Lowell Gantz, qui va travailler aussi sur le film Terrain d'entente, Fever Pitch, sur ce fan des Red Sox qui tombe amoureux de Drew Barrymore. C'est joué par Jimmy Fallon. Donc c'est quand même un film hyper important. Puis
C'est marrant parce qu'il y a quelques temps, j'ai vu sur Canal+ un documentaire sur justement les femmes à Hollywood et qui expliquait très bien qu'à cette époque-là, c'était extrêmement compliqué pour une femme de réaliser un film. Les femmes avaient euh, peu la confiance des studios pour réaliser des films, notamment des films importants dans lesquels on investit beaucoup avec des gros castings. Donc quelque part, Penny Marshall, elle remet au goût du jour une histoire incroyable de femmes dans les années 40 qui vont aller dans le domaine qui est censé être le domaine masculin à l'époque, le baseball, et voilà, est réalisé par une femme qui elle aussi doit s'imposer dans un domaine masculin qui est Hollywood. C'est vraiment, on a souvent l'occasion de parler de empowerment, des femmes qui s'emparent du pouvoir, enfin d'une forme de pouvoir culturel. Là, c'est clairement ça, tu viens de le dire. Penny Marshall, voilà, c'est une femme qui fait un film sur des femmes incroyables et héroïques. Donc ça a dû relancer, comme tu le disais à l'instant, un petit peu. Enfin, ça a dû mettre la puce à l'oreille à Hollywood en disant oui, il y a quand même des femmes qui peuvent réaliser des films, parce que ça a été un vrai succès pas d'audience, au box-office. Ce film, je regardais un peu des chiffres, c'est 132 millions de dollars pour un budget de 40 millions. Donc c'est vraiment un film qui a extrêmement bien marché et qui a permis de faire renaître cette histoire qui était un petit peu cachée pour un peu pour d'obscures raisons. Alors ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 9 ans. Mais c'est vrai que voilà, le baseball, c'est pas un sport de filles, et donc cette histoire avait été totalement oubliée. Ce qui est assez marrant, c'est que ça débute, en fait, c'est un film qui passe sous forme de flashback, puisque l'ouverture du film, en fait, c'est 1988 à Cooperstown Hall of Fame, et en fait, c'est l'inauguration d'un espace qui est dédié à cette ligue professionnelle. Et donc, en fait, les joueuses de l'époque viennent assister à cette inauguration, mais voilà, je vous disais 1988, alors que la Ligue, elle s'arrêtait en 1954. Donc, il a fallu énormément de temps, même au niveau des instances de la MLB, pour reconnaître l'existence et l'importance que cette Ligue a eue, à la fois pour, sportivement, on a dit, pour maintenir cet intérêt, pour le divertissement, mais aussi pour les femmes. On en parlait à l'instant, c'était pas facile pour une femme. Il y a beaucoup de femmes, c'était des jeunes, et parfois elles n'avaient jamais pris le train, elles n'avaient jamais voyagé au travers des États-Unis. C'est les années 40, on le rappelle. À l'époque, les femmes, elles étaient à la maison, elles étaient au foyer, elles travaillaient pas, ou alors très très peu. Et là, elles traversaient le pays, et pour devenir joueuses professionnelles, donc elles avaient un salaire. Enfin, c'est un film qui est extrêmement important, même au niveau social, je pense, pour les États-Unis, pour l'Amérique. Alors déjà, c'est un des films cultes du baseball. On est vraiment là dans le top 3, top 5 des films cultes du baseball, mais aussi du sport. J'ai vu l'année dernière un sondage réalisé auprès des fans américains sur les films de sport cultes pour eux. Une équipe hors du commun est régulièrement dans les films les plus cités. Donc ça a un impact encore aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui ce film. Et à travers ce film, la mémoire de cette ligue inspire encore beaucoup de joueuses, de coachs, de dirigeantes qui, dans le cadre du baseball au féminin, ça a été d'ailleurs mon cas, la découverte de ce film m'a fait découvrir l'histoire du baseball au féminin. Donc c'est un film qui a vraiment eu beaucoup d'impact et qui a encore beaucoup d'impact. En plus, un film aussi important avec, on le rappelle, j'ai un film d'Hollywood avec un casting prestigieux qui parle de sport au féminin, il n'y en a pas tant que ça. Quand on cherche bien des films de cette stature-là sur le sport au féminin, il n'y en a pas tant que ça. Et d'ailleurs, ce championnat est exceptionnel dans une dimension historique parce que c'est le premier championnat professionnel de sport au féminin. C'est-à-dire qu'avant cette ligue-là, les femmes pouvaient pratiquer le sport, parfois plus ou moins professionnellement, on va dire un peu dans l'ombre. C'est la première fois qu'on a un championnat professionnel avec des femmes, avec toute la publicité qui entoure. Alors même si effectivement, même si ces fondateurs qui sont des propriétaires de MLB, notamment Philippe Wrigley des Cubs,
vont très vite se désengager à la sortie de la guerre de ce championnat-là. Voilà, c'est quand même une ligue qui a beaucoup de succès, qui va avoir jusqu'à 1 million de spectateurs au début des années 50 ou à la fin des années 40, je ne sais plus exactement. Enfin voilà, et il faudra attendre je crois les années peut-être 90-2000 pour retrouver, on va dire, des ligues professionnelles féminines d'un tel niveau. Ce qui est intéressant en plus dans ce film, c'est qu'on voit, tu as dit, c'est un vrai film de baseball. Il y a des vraies scènes, ça a été tourné dans des stades. Alors la grande journée de try-out où on fait connaissance avec les personnages principaux, ça a été tourné à Wrigley Field, puisque tu viens de le dire, un des créateurs, c'est Philip Wrigley, donc le propriétaire des Cubs. Alors les noms ont été changés, donc il s'appelle pas Wrigley dans le film, mais ça a été tourné dans ce stade-là. Et ce qui est assez rigolo, c'est que donc voilà, c'est un film quand même sur l'émancipation des femmes. On a dit elles vont travailler, elles vont toucher un salaire, donc elles vont travailler en faisant du sport. Mais il y a aussi forcément tous les clichés en fait. Au début, on voit qu'il y a beaucoup d'hommes dans les tribunes qui viennent un peu qui viennent se moquer en disant mais les femmes elles peuvent pas jouer au baseball. Et puis bien sûr leur tenue aux joueuses, elles jouent en jupe, elles ont des tenues féminines, puisque les propriétaires, la Ligue tient à ce que ces femmes restent des femmes. Il était hors de question de les faire jouer en pantalon, par exemple. Et il y avait un règlement, elles devaient jouer avec du rouge à lèvres, elles devaient jouer avec les cheveux longs. Il y a une scène qui est alors qu'elles jouent au softball en pantalon à l'époque. Ouais, exactement. Mais là, c'était en fait entre guillemets, pour faire plaisir au public masculin. Enfin, je pense, moi je l'interprète comme ça. Oui, c'est ça. Et il y a une scène extrêmement drôle. Et moi, je disais tout à l'heure, j'ai joué très longtemps au softball. Ça faisait partie un peu de. Forcément, tu l'as dit, les gens qui font du baseball, du softball adorent ce film. Et on imitait souvent. Il y a le fameux cours de savoir-vivre dans le film, en fait, où les joueuses apprennent à bien se tenir et à garder ce côté féminin. Donc, elles font ces cours où elles doivent se tenir, où elles doivent marcher avec grâce et tout ça. Et ça, c'est assez hilarant. Alors, c'est hilarant quand on le voit comme ça aujourd'hui, mais en fait, à l'époque, c'était. Voilà, il y a ce côté, ok, on vous autorise le droit de jouer au baseball professionnellement, mais en même temps, attention, hein, vous êtes des femmes et il faut assumer, il faut rester, il faut jouer en jupe, il faut avoir du rouge à lèvres, il faut avoir des cheveux longs. Et puis il y a bien sûr Jimmy Dugan, hein, le coach Tom Hanks, qui est infect avec elle, mais au début du film, bien sûr, c'est Hollywood, ça se terminera beaucoup mieux. Mais voilà, cette espèce d'entraîneur alcoolique qui passe son temps à leur hurler dessus et tout. Enfin, c'est un film assez intéressant, voilà, aussi socialement, et qui en dit long sur le regard en fait de la société sur les femmes à cette époque, quoi. Bah oui, alors effectivement, elle devait conserver une apparence féminine, alors pas uniquement pour le public masculin, même si forcément ça jouait sur le côté publicité, de les faire jouer en jupon. D'ailleurs, le titre québécois, je crois que c'est La Ligue en jupon de ce film. C'était aussi par rapport aux convenances sociales de l'époque, garder cet esprit, ce côté, ce que doit être une femme. Parce que dans une décennie avant, dans les années 30, les femmes, les peu de femmes qui arrivaient encore à exister dans le baseball ont été largement expulsées du baseball pour être transférées au softball, qui a connu dans les années 30 une montée en puissance, et d'ailleurs qui a pris son nom de softball durant cette décennie. C'est pour ça que d'ailleurs l'ensemble des joueuses qui vont être testées au début de la ligue et qui vont être recrutées ensuite les années suivantes sont des joueuses de softball. D'ailleurs, la première année, la ligue s'appelle, c'est une ligue de softball. Elle n'a pas encore le nom de baseball dans son titre. Et du coup, voilà, le baseball, c'était vraiment l'espace masculin. Donc, il fallait que les joueuses restent féminines pour pas non plus déplaire aux femmes qui militaient pour justement la femme au foyer, la femme féminine. Parce que à chaque fois, comme pour la Première Guerre mondiale, on a demandé aux femmes de remplacer les hommes dans les usines, dans un certain nombre d'emplois, afin qu'elles puissent prendre la place des hommes qui étaient partis au combat, mais on ne voulait pas qu'elles deviennent des hommes elles-mêmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les années 50, ensuite, on va avoir ce retour avec l'American Way of Life de la femme au foyer, aimante, prête à tout pour son mari et ses enfants, qui ne travaillent plus, qui restent à la maison. Et c'est vrai, comme tu dis, la Ligue, elle développait un autre message. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs elle a cessé au milieu des années 50. C'est parce que c'était un message qui était en contradiction avec le message
officielle. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu as acquis d'ailleurs un livre qu'on peut recommander à nos auditeurs sur ce Ouais, sujet-là. exactement. C'est un livre en fait d'Anita Oroch. J'ai eu la chance en fait de recueillir un peu une interview pour The Strikeout quand j'ai fait un article sur le Pandemic Baseball Book Club dont elle fait partie. Je vous invite à relire cette interview. Donc c'est des auteurs qui se sont regroupés pendant le premier confinement, tous des auteurs qui devaient sortir des livres de baseball au moment où la saison 2020 devait commencer. Et du coup, la saison n'a pas commencé. Et en plus, toutes les librairies aux États-Unis ont été fermées. Donc, ces auteurs se sont retrouvés sans pouvoir faire la promo de leurs livres. Donc, ils se sont regroupés, en fait, pour faire de la promo via Internet. Donc, Annika en fait partie. Et donc, elle a sorti effectivement ce livre sur cette histoire. Et en fait, c'est un livre d'illustration. Et les dessins sont superbes. Je te transmettrai des photos si tu veux les mettre. C'est un peu justement des dessins comment je vais dire, pas vintage, mais voilà, avec un petit côté rétro qui raconte donc cette histoire avec énormément de témoignages en fait de joueuses de l'époque. C'est un peu sous forme de BD. Enfin, c'est pas un livre, voilà, c'est pas de l'écrit tout le temps. C'est énormément d'illustrations, des témoignages et c'est passionnant à lire. J'ai reçu cette semaine, donc ça a un peu pris du temps. Donc il y a beaucoup de témoignages effectivement. Ouais, mais c'est absolument génial à lire. On en apprend beaucoup sur cette ligue et du coup je vais dire la vraie ligue, puisque là on parle d'un film, donc forcément Hollywood y a mis sa patte, donc là c'est vraiment une histoire authentique. Et puis les dessins sont absolument magnifiques, c'est des couleurs pastel, c'est vraiment super. Ce livre c'est Incredible Woman of the, et puis là le titre que je vais pas vous dire en anglais, le titre à rallonge de la ligue. De la ligue. C'est les Incredible Women et c'est passionnant. Et je rajouterais juste, on a parlé du côté social, n'oublions pas aussi qu'on est dans les années 45, Jackie Robinson va briser les barrières de la couleur en 1947, mais cette ligue féminine, elle va rester ségrégée. Il n'y a aucune joueuse, si je ne m'abuse, c'est ce que j'ai vu comme info, il n'y a aucune joueuse de couleur qui va jouer dans cette ligue. Donc, il y a eu quelques cubaines qui ont joué, 4 je crois. Mais il n'y a pas eu de femmes de couleur parce que à l'époque, c'était déjà une des explications qui est donnée, c'était que c'était tellement difficile déjà de convaincre le public de venir voir des femmes jouer professionnellement au baseball, que si en plus la ligue avait cassé la color line, elle n'aurait pas pu affronter cette double tempête en fait. Voilà, à la fois de dire les femmes peuvent jouer au baseball professionnellement devant un public, et en plus les noirs peuvent jouer avec des blancs sur un terrain. Alors après, on apprécie ou pas l'excuse, l'argument, mais apparemment c'est un peu pour ça que la ligue, parce qu'il y avait effectivement déjà des femmes afro-américaines qui auraient pu très bien jouer dans cette ligue-là, puisque dans les années 50, on a 3 femmes qui vont jouer dans les Negro Leagues avec les Indianapolis Clowns, Toni Stone, Connie Morgan et Mamie Peanut Johnson. C'est vraiment un film pour en apprendre plus sur l'époque, un film pour du baseball, et puis un film où il y a quand même l'un des plus cultes des films de baseball. Oui. Tom Hanks, là, cette réplique, si vous découvrez le baseball ou les films de baseball, vous devez absolument regarder ce film, au moins pour avoir cette référence qu'on retrouve énormément dans les articles américains. Le There's No Crying in Baseball de Jimmy Dugan, là, on pleure pas quand on joue au baseball, c'est vraiment ancré dans la culture, dans la culture américaine. Hein. C'est un film, mais ça fait partie de l'histoire du baseball, quoi, aux États-Unis, cette réplique-là. Et pour terminer sur le sujet, qu'on puisse enchaîner sur le reste, on prend beaucoup de temps, mais avec Marion, on a plein de choses à dire et on aime parler de notre passion. Je vous conseille également sur Netflix A Secret Love, qui parle d'un couple de vieilles dames qui vont faire leur coming out. En fait, voilà, tout le monde pensait plus ou moins que c'était des grandes amies depuis les années 40. En fait, c'était un couple de femmes, de lesbiennes, mais elles ont caché leur amour pendant plusieurs décennies avant de faire leur coming out récemment. Et l'une des deux femmes, fut une joueuse pendant plusieurs années
au sein de la All American Girl Professional Baseball League, professionnelle d'ailleurs qui a été rajoutée dans les années 80. À l'époque, on disait juste All American Girl Baseball League. Et voilà. Et donc, du coup, le documentaire, entre autres, parle de cette période de leur vie. Et d'ailleurs, pendant tout le film, on voit qu'elles ont des t-shirts, des pulls, des mugs de cette ligue, parce que c'est une ligue qui a énormément marqué les femmes qui y ont joué. Ça les a vraiment construites. Et ça a été un espace de liberté et d'émancipation extrêmement important pour ces femmes. Alors Marion, je ne connaissais pas ce documentaire, ouais. donc merci pour le conseil. Je vais, déjà c'est un très très beau documentaire. Malheureusement, justement, l'une des deux femmes est décédée il y a très peu de temps après le documentaire. Je crois d'ailleurs que c'est la joueuse de baseball, mais vraiment à voir, c'est un très beau documentaire et on y parle de baseball. Alors, pour ton livre, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, je vous propose un livre qui, alors malheureusement, comme souvent pour les livres de baseball, n'a pas été traduit en français, donc il faut lire un petit peu en anglais. Ce livre, alors donc je vais être obligée de ressortir mon accent, il s'appelle Bottom of the 33rd Hop, Redemption and Baseball's Longest Game. Donc bas de la 33e manche, espoir, rédemption et le match de baseball le plus long de l'histoire. C'est un livre qui date de 2011, qui a été écrit par Dan Barry, qui est un journaliste, je crois, au New York Times, où il a été, où il est encore. C'est un journaliste assez réputé aux États-Unis. Et en fait, j'ai découvert ce livre, là, on va dire que c'était un des effets positifs du premier confinement, parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire à part faire des recherches pour écrire des articles et tout ça. J'ai trouvé ça dans une liste de lectures conseillées sur le baseball. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert ce livre. Je vous fais le pitch, vous l'avez compris, je vous ai dit bas de la 33e manche, donc le match de baseball le plus long de l'histoire. C'est tout à fait ça. C'est un livre qui raconte ce match de triple A entre les Pawtucket Red Sox, les Rochester Red Wings, les Red Wings qui étaient une équipe du farm system des Orioles. Un match qui s'est déroulé le 8 avril 1981 et qui reste encore donc à ce jour le match de baseball professionnel le plus long de l'histoire en MLB. On a joué aussi un match à rallonge en 1984, mais qui sera un petit peu plus court. En fait, ce match va se jouer en 2 temps. Le 8 avril, il va y avoir, alors du 8 au 9 avril, puisque je vais vous dire, il y a eu 32 manches qui se sont disputées sur ce match. Ça a duré 8 heures et 7 minutes. Je ne vous dis pas pourquoi ce match a duré 32 manches avant d'être interrompu quand même à 4 heures du matin. Je vous laisse le découvrir éventuellement si vous plongez dans ce livre. Et ce match, la fin de ce match, il y avait égalité à la 32e manche, il y avait 2 partout. Et cette 33e manche va se jouer au mois de juin. En fait, les deux équipes vont se retrouver au mois de juin pour finir ce match. Alors, la fin, ça va durer beaucoup moins longtemps. En fait, cette fameuse 33e manche va durer que 18 minutes. Donc, c'est beaucoup plus court. Donc, au total, le match aura duré 8h25. Et ce livre raconte cette histoire, raconte essentiellement, bien sûr, cette partie du 8 avril, ces 32 manches, à travers, en fait, le regard des acteurs de la rencontre, c'est-à-dire à travers le regard des joueurs, des coachs, des arbitres, des propriétaires des équipes, des journalistes qui étaient là sur place, des spectateurs. Faut savoir que quand le match est suspendu à 4 heures du matin, il reste 19 spectateurs quand même dans le stade, 19 courageux, alors qu'il y en avait eu 1600 au play ball au coup d'envoi. Beaucoup de monde était parti. Et ils ont été récompensés puisqu'ils ont reçu un pass à vie, ces 19 fans. C'est ça. Ils ont vraiment été courageux pour rester. En plus, je vous disais, c'était au début du mois d'avril. C'est dans le Rhode Island, donc nord-est des États-Unis, et le livre raconte, c'est une nuit absolument glaciale. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, au-delà de l'aspect sportif et de jouer 32 manches, c'est toute cette magie en fait des minor league, parce que le dimanche 9 avril, donc le match, les 32 manches se jouent entre le 8 et 9, c'est le dimanche de Pâques aux États-Unis.
Pâques aux États-Unis, c'est le dimanche de Pâques. Il y a toujours au baseball ces histoires incroyables de matchs et enfin de baseball, de culture, d'histoire, de religion, enfin qui se mêlent. Et on sait que les fêtes de Pâques, voilà, c'est très important. Donc ça rajoute en fait à ce côté mystique et religieux de ces matchs de baseball des minor leagues au fin fond des États-Unis, dans des petites communautés. Et ça permet de mettre en lumière ça et cet amour. Il y a des spectateurs qui racontent, qui disent qu'ils sont bound by duty, qui sont liés par devoir à leur équipe. En fait, ces spectateurs qui sont restés jusqu'au bout, là, juste pendant les 8 heures, qui disent ça, disent dans ces villes-là, enfin, en tout cas à l'époque, puisqu'on sait que le baseball perd de la vitesse, mais en minor league, c'est vrai, quoi. C'est vraiment, il y a l'équipe de minor league qui est là dans le petit bled, et on est obligé de soutenir l'équipe. C'est vraiment un lien très particulier. Et c'est ça qui est génial dans ce livre, au-delà de l'aspect sportif, c'est vraiment le côté humain. T'as un gamin de 9 ans qui raconte, donc plus tard à l'auteur, hein, qui raconte que voilà, son père lui avait dit on part jamais avant la fin d'un match de baseball. Alors le gamin, il a 9 ans et il dit à son père, tu m'avais promis qu'on partirait jamais, donc on va rester jusqu'au bout. Enfin, c'est que des histoires comme ça, des histoires comme ça, et puis on apprend du coup, ça permet en fait, donc l'auteur a interviewé les joueurs donc en 2010-2011, donc on apprend ce qu'ils sont devenus en fait ces fameux joueurs de minor league, et forcément à l'époque on se bat pour avoir une place en major league, on espère faire carrière, et bien évidemment il y a les 4/5e ou les 9/10e des joueurs qui ont joué ce match historique, qui n'ont jamais joué en major league, c'était leur rêve, et ils n'ont jamais joué, ils resteront dans l'histoire pour avoir participé à ce match-là, mais ils n'ont jamais atteint leur rêve. Alors il y a quand même 2 joueurs dans l'histoire qui ont atteint leur rêve. Corner. Ouais, exactement. Les 2 joueurs qui ont participé à ce match historique sont devenus Hall of Famers, donc c'est quand même pas banal. Et je vous disais que c'était un match donc avec l'équipe de AAA des Orioles, donc un joueur un peu connu des Orioles qui s'appelle Cal Ripken Jr. quand même, qui a participé à ce match. Légende. Et de l'autre côté, ouais, la légende exactement. Et de l'autre côté pour les Red Sox, c'est Wade Boggs qui à l'époque était dans le farm system des Red Sox. Un célèbre joueur. Voilà, donc 2 joueurs quand même. Très haut niveau. Ouais, voilà. Donc ces 2 joueurs, eux, ils ont atteint leur rêve, mais voilà, je vous le disais, les autres, les 9/10e, voilà, ils n'ont jamais atteint ce stade-là. Ils racontent, voilà, on apprend qu'il y en a un qui est tombé dans l'alcool, il y en a un qui est devenu chauffeur routier, enfin des destins improbables en fait pour ces joueurs-là qui ont participé à ce match héroïque. Et le héros du match, je vous dis pas qui c'est, mais celui qui permet que le match se termine à la 33e manche. Il n'a jamais joué en MLB et pourtant, il a sa batte Hall of Fame. Sa batte a été récupérée, bien sûr, par la MLB pour marquer ça. Et donc, ce joueur-là, qui n'a jamais dépassé le niveau de AAA, il est quand même au Baseball Hall of Fame, donc au sein des saints du baseball. Donc, c'est un livre absolument passionnant qui est pas très difficile à lire, hein, pour ceux qui auraient un petit peu peur des appréhensions de lire en anglais. Quand on connaît le milieu du baseball, c'est absolument génial. On s'y plonge de la première page à la dernière. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Alors, il y a eu une autre légende dans ce match. C'était le manager des Red Sox Pawtucket. C'est Joe Morgan, qui nous a quittés en 2020. Donc, pareil, une très grande légende du sport qui a appartenu notamment à la fameuse Big Red Machine des années 70. Mais donc, effectivement, c'est 2 légendes de 3e base, Wade Boggs et Cal Ripken Junior. Là, ce que tu me dis, toi, sur le livre, ça me fait penser à un autre livre. Alors, là aussi, un autre auteur que tu as interviewé avec le Pandemic Baseball Book Club et que notre camarade Alexandre a aussi interviewé à part pour The Strikeout, c'est Brad Balukjian avec son livre The Wax Pack, où il part à la découverte de joueurs tirés au hasard d'un paquet de cartes, je crois, de l'année 1986. Et pareil, où on se rend compte que la plupart là, c'est des joueurs de Major League, mais qui n'ont pas fait des très grosses carrières pour la plupart. Et voilà, du coup, ils ont tous leur trajectoire particulière avec divers emplois, divers vies après. C'est vrai que en plus, alors ce match a été très très long.
dans des conditions dantesques. Il faisait tellement froid que les joueurs ont brûlé des battes qui a été cassées durant les matchs pour pouvoir se chauffer dans les dugouts. Et en plus, il y a eu un déroulé assez incroyable. C'est un match qui est serré. Hein, ça joue, la victoire, elle se fait 3-2. Donc, en 33 matchs, il n'y a que 5 points qui ont été scorés. Avec égalisation en 9e, puis avantage pris et égalisation en 21e, Joe Morgan qui se fait expulser en 22e, et au final c'est le président de la ligue que l'arbitre a appelé qui dit à l'arbitre mais il faut arrêter ce match à 4h05 du matin, il dit il faut arrêter ce match, c'est n'importe quoi. Donc du coup il y a un petit twist parce qu'en fait il annule, il le suspend à 4h du matin, mais en fait ce match il aurait dû être suspendu bien plus tôt en fait. Alors si c'est assez incroyable là aussi comment ça se fait qu'il n'ait pas pris la décision avant. Alors, je sais pas si je raconte parce que c'est pas vraiment un spoiler, mais en fait ils n'arrivent pas au début à joindre, quand ils voient que le match 12, 13, 14, 15e manche, ils n'arrivent à joindre personne en fait, un responsable de la ligue pour arrêter ce match. Et au moment où ils le joignent, ils se disent bon, faut qu'on regarde, même avant ils disent faut qu'on regarde le règlement, à quel moment on va suspendre le match pour le finir un autre jour. Et en fait, il s'avère que dans le règlement de cette année 1980 de Minor League, pardon, en fait, ils ont oublié, il y a eu un oubli, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle qui permet de savoir à quel moment on suspend un match, en fait. C'est un oubli. Tous les ans, d'habitude, dans tous les règlements, ils disent, bon, tiens, là, au bout de 6 heures de jeu, ou je sais pas, à la 20e manche, on arrête. En fait, cette année-là, ils ont oublié de le mettre, ce règlement. Et du coup, au début, ils se disent, c'est pas dans le règlement, il faut continuer. Et puis à la limite, ils se sont dit ça à la 15e manche. Ils vont continuer, on va jouer 2 manches. Mais en fait, ils vont jouer 32 manches le soir. Et effectivement, après, ça devenait un peu ridicule. Il y a un lanceur, il dit qu'il lance 10 manches, quoi. 10 manches. Il prend pas de points, d'ailleurs. C'est Umbarger, là. Il lance 10 manches de suite et il dit qu'il boit, qu'il a bu une vingtaine de cafés dans le dugout. Enfin, ça en devient un peu ridicule. Et puis, ça en devient même dangereux pour les joueurs parce qu'il y a quand même, j'imagine, au bout de 8 heures de jeu dans une ligue glaciale, une perte de lucidité quand même. Puis on sait, voilà, ça va très vite, une balle de baseball, ça aurait pu dégénérer. Mais il y a tout il y a tout qui vient dans cette histoire, l'oubli dans le règlement, ces histoires improbables. C'est incroyable ce côté dimanche de Pâques qui est un peu mystique. C'est incroyable. Et puis un match qui a battu tous les records de strikeout, d'at-bat. Enfin voilà, il y a beaucoup de records du baseball professionnel qui sont dus à ce match-là, notamment un pauvre record, un joueur qui s'appelle Russ Laribi, qui lui va avoir 11 passages à la batte pour 0 frappe et 7 strikeouts. Donc record pour un match de baseball professionnel. Donc lui, on peut dire que il a tenu tout le match, mais vraiment pour pas grand-chose, malheureusement. Pour faire figuration, quoi. Et ce qui est assez rigolo, c'est que cette 33e manche, donc, qui se joue au mois de juin, il y a 6000 spectateurs qui sont là. Il y a 150 journalistes. Enfin, c'est un peu l'événement de l'année 80 pour la Minor League. Et en fait, ce que dit l'auteur, c'est que c'est absolument rigolo. Je vous disais qu'il y avait 19 spectateurs au moment où le match s'arrête. Il y en a 6000 quand il reprend. En fait, il dit il y a les 6000 spectateurs qui étaient là au mois de juin disent oui, mais j'étais là déjà au mois d'avril quand ils ont fait le match. Mais en fait, c'est que 19, quoi. Donc ça, c'est vraiment un mythe, quoi, ce match. Et, en fait, on fait croire, on veut croire qu'on a assisté à cette rencontre, quoi, alors que. Oui, qu'on a été dans l'histoire. Il y a très peu de monde. Voilà, c'est ça. Alors qu'il y a très très peu de monde qui ont assisté jusqu'au bout, quoi. Et l'année 80, tu as eu l'occasion d'en parler, ce qui fait aussi le charme de ce match, c'est que l'année 80 pour la Major League, c'est une année compliquée aussi, donc avec une grève. Donc c'est ça aussi qui fait que cette histoire est un peu rentrée. Oui, c'est vrai que 81, c'est la deuxième grève de l'histoire du baseball majeur. Et là, pour le coup, contrairement à la première, il y a eu quand même pas mal de matchs qui avaient été annulés. En plus, de mémoire, peut-être pas en avril, mais durant l'été, ouais. Donc peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai regardé, c'est entre juin et juillet la grève. Donc du coup, quand le match est rejoué, enfin quand le match est terminé, on va dire plutôt. Ouais, exactement. Mais du coup, c'est vrai que moi, je la connaissais. J'avoue, je la connaissais pas cette histoire, mais aux États-Unis, c'est vrai que ça a marqué parce que voilà, il y a eu cette histoire début juin. Donc ça se joue, je sais plus exactement effectivement la date de la 33e manche, mais c'est tout début juin. Et le 12 juin, la MLB se met en grève. Et donc du coup, voilà, c'est une année
assez Là, c'était le 23 particulière. juin, donc quelques jours après la grève. Voilà. Quoi. Donc du coup, effectivement, il y avait encore plus certainement de médiatisation vu que la MLB était arrêtée. Alors si vous ne savez pas, vous ne voulez pas lire en anglais, mais que vous voulez avoir un petit résumé, il y a le site ONUS qui avait fait un article sur ce match-là avec quelques anecdotes. Mais si vous voulez aller au fond de cette histoire incroyable qui marque encore l'histoire du baseball professionnel, n'hésitez pas à lire ce livre. Alors, Marion, avant de passer à ton dernier choix, je te propose de revenir. J'ai noté quelques matchs records en MLB pour se rendre compte quand même de ce match incroyable de 33 manches, surtout les 32 premières manches, hein, qui a duré donc plus de 8 heures. Alors en MLB, le plus long match en termes de manches, c'est un match de 1920, le 1er mai 1920, entre les Brooklyn Robins, aujourd'hui Los Angeles Dodgers, et les Boston Braves, aujourd'hui Atlanta Braves. Le match qui va durer 3h50, mais 26 manches. Ça va se terminer avec une égalité 1 partout qui est arrêté à cause de la nuit, tout simplement. À l'époque, il n'y a pas les matchs se jouent l'après-midi, il n'y a pas de match en nocturne. Et fait amusant, les deux lanceurs partants, qui s'appellent Leon Cador et Joe Hochger, ont lancé les 26 manches. À l'époque, effectivement, pour être remplacé, il fallait être soit totalement nul, soit il fallait être blessé. Mais sinon, on lançait tout le match. D'ailleurs, c'est pour ça que Babe Ruth, en 1916, avait lancé un match de World Series pendant 14 manches. Et donc, les deux joueurs ont lancé 26 manches et n'ont pris qu'un seul point. Belle c'est quand même performance. assez remarquable. On a les Chicago White Sox et les Milwaukee Brewers le 8 mai 1984. Il y a beaucoup de matchs très longs dans l'histoire de la MLB qui se sont faits en mai d'ailleurs. Hein. Donc 6-7 pour les White Sox. Là, ça s'est fait encore en 2 fois, comme pour nos joueurs de AAA. 25 manches, 8h06. Et là, pareil, en fait, c'est une règle de mécanique qui va dire au match qu'il faut qu'il soit suspendu à partir de 1h du matin. Alors, est-ce que c'est une règle? J'ai pas vérifié. Est-ce que c'est une règle qui a été créée par rapport au fameux match chez les Pawtucket Red Sox? Peut-être. Hein. Et du coup, le match sera repris le lendemain. On a en septembre 74 les Cards et les Mets, 4-3 pour les Cards, qui se jouent aussi en 25 manches, dont là, pour le coup, un match de 7h 4 minutes en une seule fois. Et il se finit à 3h13 du matin. Donc là aussi, il fallait avoir du courage pour les spectateurs. Et puis un autre match assez fou, là c'est 2 matchs. C'était en mai 1964, c'est un double-header entre les Mets et les Giants. Donc à l'époque, les Giants sont déjà à San Francisco. Ils vont jouer un double-header. Le premier, 9 manches, pas de souci. C'est les Giants qui gagnent 5-3. Et le deuxième match, lui, va se jouer en 23 manches. Encore une victoire des Giants 8-6. En gros, les deux équipes vont jouer 9h52 en prenant les 2 matchs. Alors déjà, en soi, faut répondre au défi. Hein. Et un des joueurs des Mets, qui s'appelle Ed Kranepool, lui, a joué les 32 innings de ce double-header et avait déjà joué un double-header en triple-A le jour avant d'arriver aux Mets. Donc du coup, il a enchaîné 2 journées double-header avec notamment un double-header record. Voilà. Donc pour vous donner... il devait être bien cuit, surtout après ces 2 jours, je pense. On a dû lui donner 2-3 semaines de vacances pour qu'il puisse récupérer. Bon, non, à l'époque, c'était pas trop à l'époque, on jouait, c'était comme ça, il fallait pas se plaindre. Et encore à l'époque, en plus, il y avait beaucoup moins. Enfin, j'imagine qu'il y avait beaucoup moins d'interruptions. Aujourd'hui, on se plaint que le baseball, les matchs, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour accélérer justement le jeu, avec les multiples changements de releveurs qui parfois lançaient que 2 balles avant d'être relevés. Il y a la pub. Donc, faut se dire, faut imaginer peut-être aussi qu'à l'époque, il y avait moins ces coupures pub, et en fait, c'est peut-être plus, j'allais dire, du jeu, en fait, dans ces 8 heures, il y avait peut-être plus d'action que quand on parle du baseball d'aujourd'hui, en plus. Déjà, les matchs étaient beaucoup moins longs en moyenne. Effectivement, il y avait le rythme était certainement un peu plus important, et puis il n'y avait pas les conditions
je dirais la préparation physique, athlétique n'était pas la même. Il n'y avait pas les mêmes récupérations avec. Je dirais, voilà, on n'était pas au même niveau, par rapport aux masseurs, au staff médical. Enfin voilà, c'était. Oui, Là, je vous ai aujourd'hui, on parlé. n'imagine pas trop qu'il fasse Voilà, de feu, qu'il brûle des battes dans le dugout pour avoir chaud, voilà. quoi. Le match de 1920, voilà, faut s'imaginer les conditions de jeu, les balles qui n'étaient pas aussi souvent remplacées. On jouait souvent avec la. D'ailleurs, c'est l'année où on a commencé à faire changer les balles suite à la mort de Ray Chapman, suite à une balle qui l'a atteint la tête par le lanceur des Yankees, Carl Mays. Mais à l'époque, voilà, on changeait pas les balles, donc on jouait dans des conditions. Le terrain n'était pas aussi beau qu'aujourd'hui aussi. Parfois, c'était la boue. Enfin voilà, les conditions étaient pas les mêmes, donc fallait tenir le rythme. Aujourd'hui, bah, vous avez tout ce qu'il faut en termes de récupération pour pouvoir quand même amortir le choc. Donc, pour me dire, Eh bien, allez découvrir ce livre, c'est vraiment génial. Voilà, je n'ai qu'un conseil. c'est un excellent conseil et bah, justement, on va passer sur un autre conseil littérature pour ton troisième choix libre. Donc vas-y, dis-nous lequel c'est. Et ben encore en anglais. C'est un livre qui s'appelle The Baseball Codes. Je vous dis la suite, je traduis en français. C'est les règles non écrites du passe-temps américain préféré. C'est un livre, donc, de Baseball Code, qui date de 2010, dont l'auteur est Jason Turbo. On en revient toujours à notre fameux pandémique Baseball Book Club, mais Jason Turbo, c'est l'un des fondateurs de ce club. Et toi et moi, on a eu la chance de l'interviewer pour 2 articles différents. C'est un journaliste américain qui est extrêmement sympathique, extrêmement disponible. Il a répondu donc à nos sollicitations pour The Strikeout. Et donc, il a écrit ce livre en 2010. Et en fait, c'est un livre de témoignages de joueurs, d'entraîneurs, d'arbitres à propos de ces fameuses règles non écrites du baseball qui font là encore partie du mythe de ce sport. C'est toutes ces règles qu'on ne retrouve pas dans le gros bouquin officiel des règlements du baseball, mais comme on dit en anglais, l'étiquette du baseball, voilà ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on est joueur ou entraîneur ou arbitre ou coach, ce que vous voulez. Et ces fameuses règles non écrites qui reviennent régulièrement chaque année dans l'actualité quand il y a une histoire. Forcément, en 2020, moi, ce qui m'est venu tout de suite en tête, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là, c'est parce qu'on en a parlé en 2020, ces fameuses règles non écrites. C'est le fameux home run de Fernando Tatis Jr. l'année dernière, donc avec les Padres contre les Rangers, alors que son équipe avait beaucoup d'avance, avait genre 6 ou 7 points d'avance. Les Padres avaient base pleine. Notre ami Tatis, il arrive à faire monter son compte à 3-0. Et qu'est-ce qu'il fait du haut de ses 21 ans et de sa folie du baseball? Eh ben, il claque un grand slam, donc 4 points, donc qui enfonce un peu plus les Rangers. Et là, eh ben, c'est son manager et le manager adverse, les Rangers, qui sont tombés dessus à la fin du match en disant que ça ne se faisait pas. Il y avait entre guillemets des règles, même si je viens de le dire, elles ne sont pas officielles ces règles, mais que voilà, il fallait pas faire ça, que c'était pas bien pour voilà, ça manquait de respect et tout ça. Et là, il y a eu un retour de bâton un petit peu, parce que on a vu une réaction de l'immense majorité des joueurs et évidemment tous les jeunes, toute la jeune génération, les Acuna, les Soto, les Anderson, ceux qu'on voit vraiment en tête d'affiche pour les prochaines années, des joueurs qui sont très démonstratifs, qui adorent ça. Et ben dire mais bien sûr que si, il fallait le faire. Enfin, c'est le baseball. Enfin, il faut pas s'en tenir à ces vieux règlements qui sont comme ça dans la ouate, un peu dans la naphtaline. Et il a bien fait de faire ça, Tatis. Donc ça a vraiment relancé le débat. Et donc en fait le livre c'est ça. Alors il date de 2010. Hein, donc Oui, surtout que Soto aussi a eu sa petite polémique sur les règles non écrites la dernière saison, en même temps que Tatis. Et lui aussi a été un peu montré du doigt sur une action, je sais plus exactement laquelle, mais. Il y a eu aussi même son attitude à Soto. Hein. On se rappelle de pour les World Series, là, son batting stance, là, quand il regarde le lanceur avec qu'il avance comme ça vers le monticule. Enfin, et voilà, il y a des attitudes. Mais c'est vrai que c'est souvent, je veux dire, Soto, Acuna, Tatis Junior, c'est des jeunes joueurs très spectaculaires.
Et voilà, et en fait, ce livre, c'est ça, ça aborde plein de règles comme ça. Il y a la règle, c'est un peu le même principe, c'est quand on a beaucoup d'avance, on vole pas des bases, par exemple. Là, il y a une anecdote comme quoi le maître du vol de base, Ricky Anderson, qui a eu aussi les droits à sa polémique. Il avait 42 ans, il continuait à jouer au baseball en Major League. Et un jour, on lui a reproché de voler une base, alors que son équipe avait, je ne sais pas, 7 ou 8 points d'avance. Voilà, donc on lui est tombé dessus. Il y a l'histoire des En slides. France aussi, hein. En France Oui, aussi, ah bah oui, on nous tout à fait. apprend même Oui. au niveau régional, départemental, quand on a beaucoup d'avance sur une autre équipe, on ne vole plus de base, hein. Ça, c'est quelque chose C'est qu'on ça. apprend même chez nous au plus petit niveau. Ouais, tu as dit, on apprend. En fait, c'est des choses qu'on apprend quand on joue, mais qui ne sont pas des Ce ne règles sont pas des officielles. règles officielles. Voilà, donc c'est forcément. On peut donc les interpréter un petit peu comme on veut. Hein. C'est pas des règles officielles, donc il y a des joueurs qui respectent et des joueurs qui respectent pas. Il y a évidemment ce que en anglais ils appellent les retaliation, les représailles, la vengeance, qui ça est un grand chapitre dans le jeu. C'est ces histoires de lanceurs qui lancent délibérément sur le batteur parce que Et le qui a batteur. donné une grosse polémique aussi en 2020. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ce livre est bourré d'anecdotes et qui permettent de mettre en avant ces règles-là. J'ai trouvé dans les comme ça les représailles, j'ai trouvé une anecdote sympa. Enfin, je la note parce que ça concerne le regretté Tommy Lasorda, hein, qui est décédé il y a quelques jours, ce géant du sport. Et j'ai trouvé cette anecdote incroyable. En fait, c'était en 1942. Lasorda, il a 15 ans et il assiste à un match des Giants à l'époque, donc à New York. Et en fait, il demande un autographe à un joueur qui s'appelle Ménard. Et en fait, le joueur refuse de lui signer un autographe. Et 7 ans plus tard, donc Lasorda, il a 22 ans et il débute en minor league et il affronte en minor league l'équipe du fameux Ménard, qui lui est sur la fin de sa carrière. Hein, il était retombé en minor league. Et en fait, Lasorda est lanceur et se fait un malin plaisir de faire 3 hit by pitch en 3 balles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Ménard se présente à la plaque, Lasorda le vise délibérément. Donc hit by pitch une fois, hit by pitch 2 fois, hit by pitch 3 fois. Et en fait, Ménard, à la fin du match, va voir Lasorda et lui dit mais c'est quoi ton problème en gros, qu'est-ce que tu fais, t'as 22 ans, t'es un gamin et tout. Et Lasorda, en fait, lui ressort l'histoire. Il lui dit il y a 7 ans, tu te rappelles, moi je m'en rappelle, peut-être pas toi, mais qu'il y a un gamin qui t'a demandé un autographe, qui avait économisé tout ce qui avait livré des journaux ou livré du lait, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais qui avait économisé pour assister à ce match-là. C'était son rêve à ce gamin et tu lui as brisé son rêve. Et en fait, c'est incroyable cette anecdote. Donc Lasorda qui fait cette retaliation 7 ans après, quoi. Alors je suis pas étonné. Parce que Bob Gibson, donc là, pareil, alors qui nous a aussi malheureusement quitté en 2020, donc un des plus grands lanceurs de l'histoire du baseball, était aussi un ardent défenseur. Donc c'est la vieille génération, là on parle des années 50, 60, 70. C'était un ardent défenseur des règles non écrites et notamment l'utilisation de ce qu'on appelle les beanballs, donc les balles haricots, donc ces balles de rétorsion. Et lui avait dit un jour qu'il avait même visé un joueur pour un différend qui avait eu lieu 15 ans avant. Hein, c'est pour dire certains la rancune tenace qu'ils peuvent tenir. Mais effectivement, ça a donné, ces règles non écrites ont donné quelques grands moments de l'histoire du baseball. Par exemple, quand on parle alors déjà, une des conséquences de ces règles non écrites, c'est ce qu'on appelle les bench clear, donc les vidages de banc avec derrière parfois des bagarres entre les équipes ou entre les joueurs. La plus célèbre, c'est Nolan Ryan et Robin Ventura en 93, où Ryan était aussi un adepte des règles non écrites, de ce qu'on appelle la vieille école, et qui a visé Ventura parce qu'il ne l'aimait pas, parce qu'il lui reprochait je ne sais plus quoi, et ça a donné une des plus célèbres bagarres du baseball. Mais c'est vrai que récemment, il y a eu ce débat. Bryce Harper, en 2015, avait dit qu'il fallait mettre fin à ces règles non écrites. Et bon, il s'était pris la tête avec son lanceur Papelbon, qui lui est plutôt un adepte des règles non écrites. Et ça avait créé un clash dans le dugout. Et du coup, il avait dit à ce moment-là, il fallait arrêter. Et même la MLB avait fait une campagne en 2018, je sais pas si tu t'en rappelles, Let the Kids Play. Et en fait, voilà, et qui quelque part
critiqué quand même assez ouvertement les règles non écrites, notamment le fait qu'on ne doit pas célébrer trop ostensiblement un home run. Et or, il y a une pratique qui s'est beaucoup développée, qui est la pratique phare des batteurs sud-coréens. En KBO, c'est vraiment presque une religion cette pratique-là. Et aux États-Unis, il y a deux écoles par rapport à ça. C'est le fameux bat flip. Quand on frappe un home run, voilà, on fait voltiger sa batte. Et bon, il y a eu une esclandre en 2015 aussi, c'était José Bautista Oui, tout à en fait. playoff. Ah Et bah qui à ça la a duré fois longtemps, puisque après il y a eu la grosse bagarre Bautista avec Odor, là où ils se sont mis des coups de poing comme sur un ring de boxe. Ça aussi, ça a donné lieu ces oppositions Blue Jays Rangers à des énormes bagarres à la suite de ce batting stance. Mais du coup, pardon. Non, mais donc, tu as raison, mais effectivement, ça crée aussi ça crée forcément de la tension. Et puis là, on en revient à ce qu'après, les équipes doivent défendre leurs joueurs, donc vidage de banc, bagarre générale. Donc la MLB a fait cette campagne-là pour dire en gros, ouais, faut passer un peu au-dessus de tout ça, mais en même temps, elle médiatise quand même de plus en plus aussi les bat flips. Et ces jeunes stars qui, elles, on va dire, ne sont pas du tout assujettis à ces règles non écrites. Et comme Fernando Tatis ou Juan Soto, et en plus on sait que chez les joueurs latino-américains, il y a ce côté chambrage qui est quand même très exacerbé. Enfin voilà, il y a un peu la MLB qui joue un peu sur deux tableaux. C'est en gros, règles non écrites, faudrait un petit peu oublier, mais en même temps, les bad flips et les grosses célébrations, ça crée du buzz, ça crée pour les jeunes générations, c'est plutôt emballant. On le voit en NBA où ce chambrage il est mis en avant pour créer une culture basket chez les plus jeunes. Ouais, alors moi autant y a beaucoup de choses qui m'énervent quand tout le monde, enfin pas tout le monde hein, bien sûr, mais quand j'allais dire les vétérans sont tombés sur Tatis, ça m'a énervé. Enfin si on bride un joueur comme Tatis, ça vaut plus le coup de regarder le baseball aujourd'hui. Enfin, il est incroyable ce joueur. Alors, il en fait peut-être des caisses, mais au moins on prend du plaisir à regarder un match. Alors il y a beaucoup de choses qui m'énervent dans ces fameuses règles non écrites, mais il y en a une que j'adore. Qui est peut-être la plus connue, et on en rigole souvent sur Strikeout quand on est en plein milieu de la nuit ou tout ça, où on tweet l'emoji avec les yeux, là, genre il se passe quelque chose quelque part, mais on n'a pas oui. Et généralement, dès qu'on met ça sur Strikeout, c'est fini. Après, cette règle, moi, que j'adore, et je trouve que ça, par contre, il faut surtout pas l'enlever. C'est, l'enlever officiel, mais faut pas y toucher. C'est cette fameuse règle qu'on ne parle absolument pas d'un no-hitter ou d'un perfect game en cours de réalisation, parce que ça, c'est quand même assez incroyable. Et il y a un gros chapitre qui est consacré à cette histoire-là dans le livre. Donc, on ne parle pas d'un no-hitter en cours. C'est au-delà de ça. On ne parle pas d'un pitcher qui est en train de réaliser un no-hitter, on ne s'assoit pas à côté de lui, on ne le regarde pas. On fait tout pour éviter d'être celui qui va briser la routine, là, qui va le jinx en anglais, on appelle ça. Il y a plein d'anecdotes, mais absolument savoureuses dans ce livre. Il y a des joueurs, voilà, des lanceurs qui pètent des plombs parce qu'il y a un coéquipier qui vient genre lui proposer de l'eau ou tout ça pendant qu'il est dans un no-hitter. Donc le lanceur, il devient hors de lui et forcément, son no-hitter se brise. Mais il y a aussi des choses un petit peu inverses. C'est Blyleven, là, l'ancien lanceur des Rangers, qui dit qu'en fait, il était en plein no-hitter et que lui, il voulait continuer à agir normalement. Et en fait, genre en fin de match, en 6e ou 7e manche, donc il avait son no-hitter, et puis sur le banc, quand son équipe était en attaque, en fait, il s'est tourné vers un coéquipier, puis il a dit t'as vu ce que je suis en train de faire? Et en fait, son coéquipier, sachant évidemment ce qu'il était en train de faire, en fait, l'a regardé comme ça et rien n'osé dire, et puis il est parti en fait. Son coéquipier lui a même pas répondu et il est parti. Et Blyleven, il raconte, il y a cette phrase incroyable qui dit je pensais que j'avais des amis dans mon équipe jusqu'à ce que se présente cette situation, et en fait ils m'ont abandonné à mon triste sort. Et je trouvais que c'était génial, quoi. En fait, ça se trouve, le joueur voulait simplement pas briser la... Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Mais en fait, le joueur s'est retrouvé démuni en disant mais on m'a toujours dit qu'il fallait pas que je parle à un lanceur qui est en train de faire un no-hitter. Donc le joueur est parti, et le lanceur, il avait simplement envie de peut-être lui aussi de faire retomber la pression oui. Et de parler. Et donc il a cette phrase incroyable: je pensais que j'avais des amis dans l'équipe jusqu'à ce qu'il m'abandonne. Et
c'est absolument incroyable. Et une autre anecdote que j'adore, c'est donc il y a énormément bien sûr de coachs aussi qui par exemple qui touchent une batte ou qui ont toujours le même geste tout au long du match pour préserver le no-hitter de leur lanceur. Et à l'inverse, il y a des coachs, ça arrive, c'est pas grave qu'ils sortent leur lanceur au bout de 8 manches quand il y a un no-hitter. Enfin, c'est pas grave. C'est un peu grave après dans le vestiaire, il faut t'expliquer. Et cette anecdote incroyable, assez récente, ça date de 2009. C'est Ozzie Guillen qui était coach des White Sox. Et en fait, généralement, quand il y a un no-hitter en cours, donc on brise pas la routine du lanceur, mais on brise pas la routine de l'équipe. Donc on fait pas de changement. Ça ne se fait pas de remplacer, par exemple, des joueurs en défense. Et en fait, Ozzie Guillen, en 9e manche d'un match des White Sox, il remplace un de ses défenseurs et il met à la place Dwayne Wise en champ gauche. Il fait un changement défensif. Donc déjà, et c'est un perfect game. J'ai oublié de préciser, Mark Buehler est en train de réaliser un perfect game en 9e manche. Et son coach fait un changement. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible de faire ça. Et en fait, vous avez sans doute vu cette image. C'est une image qui tombe très souvent parce que c'est peut-être l'un des plus incroyables, l'un des plus beaux catchs, et en tout cas par son importance. Ce fameux Dwayne Wise qui vient de rentrer en jeu à la 9e manche, il y a une frappe qui est sur lui, enfin qui est derrière lui, une frappe, on est sûr que c'est un home run, au moins un coup sûr pour casser le perfect game. Et Dwayne Wise, il rattrape cette balle, mais on ne sait encore pas comment il a fait pour attraper cette balle. Il se jette sur le mur, la balle, elle quitte son gant, il se jette, il fait des roulades pour rattraper, et en fait, il préserve le perfect game de son lanceur alors qu'il vient de rentrer en jeu. Donc ça prouve aussi que cette règle, on ne fait rien pour changer. Des fois, en fait, on peut faire des choses et ça marche quand même. Mais c'est tout. Alors, c'est tout le souci des règles non écrites du baseball, c'est que tout le monde n'y accorde pas la même valeur. Et en fait, comme c'est des règles qui sont non officielles, elles se transmettent par tradition. Et la tradition, on la respecte plus ou moins. On n'a pas forcément tous les mêmes traditions, notamment pour la culture baseball. Aux États-Unis, on frappe un batteur avec une balle, que ce soit intentionnel ou pas, on s'excuse pas ou quasiment jamais. Alors qu'au Japon, on va, si c'est intentionnel, on ne baisse pas sa casquette. Si malheureusement c'était une erreur de lancer, on va baisser sa casquette en signe de pardon. Comme je disais, les joueurs latino-américains ont une culture du chambrage. Il suffit d'avoir joué avec eux en France ou de voir ceux qui évoluent en première division française pour voir que c'est une autre culture du baseball où il y a certaines choses qui sont acceptées qui ne seront pas dans les pays asiatiques ou en Amérique du Nord où il y a d'autres cultures baseball. Et donc dans le débat de Fernando Tatis par exemple ou de Joe Kelly qui donc a visé des joueurs des Astros pour se venger finalement de la triche de 2017 qui a été révélée il y a un peu plus d'1 an et où on a estimé que les joueurs des Astros n'avaient pas été punis. Du coup, voilà, chacun y met ce qu'il veut derrière par rapport à sa propre éthique, à sa propre morale. D'ailleurs, c'était à ce sujet-là que j'avais interviewé Jason Turbo avec d'autres Américains spécialistes de ces questions d'éthique et de morale sportive. Et voilà, c'est un sujet un petit peu mouvant, quoi. Il y a des choses qu'on va accepter sur les règles non écrites et d'autres on va estimer que elles sont pas utiles. Alors par exemple sur le no-hitter, on estime qu'on ne fait jamais d'amorti sur un lanceur qui est en train de faire un no-hitter, que c'est irrespectueux par rapport à la performance qui est faite. Mais en même temps, l'amorti, on peut se dire que c'est un coup normal, permis du baseball, et que donc no-hitter ou pas no-hitter, si on veut l'utiliser, quel est le problème? Ouais, c'est ça. C'est comme ça fait partie du jeu. Enfin, Tatis, on lui est tombé dessus, il avait un compte de 3-0, mais moi je dis, mais le lanceur, il avait qu'à mieux lancer, il avait qu'à pas se retrouver à balancer et à avoir un compte de 3-0 contre lui, il s'est fait prendre à son propre piège aussi, comme tu le dis, il y a on a peut-être envie de gagner, enfin il y a un no-hitter en face, mais on a peut-être aussi envie de gagner le match et d'arrêter d'être ridicule et de se faire avoir par le lanceur, ouais, on va peut-être faire une amortie, même si ça, entre guillemets, ça ne se fait pas, on aura peut-être envie de le faire. Mais de toute façon, c'est un vaste débat et ça fait partie du mythe aussi. Mais c'est aussi la beauté du baseball. Tout à fait. Mais c'est exactement ce que tu disais. Il y a des choses admises et d'autres moins admises. C'est ce que j'ai avoué moi-même. Le no-hitter, je trouve ça génial qu'on n'en parle pas et qu'on fasse un peu tout ce cirque autour du no-hitter. Il y a des choses qui m'énervent. Voilà, on interprète chacun selon notre ressenti et notre degré de
pas de fun, mais voilà, ce qu'on veut du baseball, en fait, ces règles non écrites permettent de l'interpréter, quoi. Mais ça disparaîtra jamais. C'est pas Mais ça cela disparaisse. dit, c'est un peu comme la triche dans le baseball, où à la fois on dit que moralement, éthiquement, c'est mal, mais on sait que ça a toujours existé, que ça fait partie de l'ADN du baseball. Les règles non écrites, c'est pareil. C'est-à-dire que certaines, on peut se dire qu'elles sont désuètes ou qu'elles sont contre-productives, voire dangereuses quand c'est l'idée de lancer des balles à 150 km/h sur des êtres humains. Mais en même temps, le respect ou non de ces règles crée énormément d'histoires, et c'est ça aussi la richesse du baseball. C'est toutes ces histoires, c'est toutes ces anecdotes qui sont pas des. Par exemple, je parlais de la bagarre de Nolan Ryan et de Robin Ventura en 93. C'est pas un grand moment de sport dans le sens où c'est pas une victoire en World Series, c'est pas un match parfait, c'est pas une performance où on a frappé 4 home runs dans un club. Mais tout le monde connaît cette bagarre. Tout le monde a déjà vu, un fan de baseball a déjà vu plusieurs fois les la vidéo de cette bagarre-là. Pete Fromm en parle dans son roman Comment tout a commencé. Pareil, on en a parlé, on l'a interviewé sur The Strikeout. Enfin, c'est un moment iconique de l'histoire, même si c'est pas une performance sportive en soi. Donc voilà, comme tu dis, le débat ne s'arrêtera pas, mais justement, c'est parce qu'il y a ce débat qui ne s'arrêtera pas que ça va nourrir toutes ces petites histoires du baseball qui donnent du sel et de la richesse à ce sport. Alors Marion, vu qu'on aime beaucoup trop parler, on a déjà dépassé l'heure de jeu. Ouais. Donc on va passer au quiz, si tu veux bien. Allez, c'est parti. Et le quiz qui te faisait stresser. Non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. En fait, J'ai ma réputation je sais bien, tu as gagné le concours Oui, euh, exactement. De GOAT. GOAT Parlons Sport. Donc voilà, Ouais. il faut tenir le. Bah, alors là, ce que je te propose, comme tu es fan des Yankees, mais que tu as aussi beaucoup de sympathie pour les Nationals et les Blue Jays, je vais te donner 5 noms de joueurs et à chaque fois, tu vas me dire dans quelle équipe ils n'ont pas joué. Ah, donc l'équipe, ils n'ont pas joué. D'accord. Parmi les Yankees, les Nationals Ok. et les Blue Jays. Par exemple, pour le Ok. premier, si je te dis John Olerud. Alors, Olerud, il a joué aux Blue Jays, ça j'en suis persuadée. Il a joué aux Yankees, il n'est pas resté, il n'est pas resté dans les mémoires. Quoique, si, allez, je dirais il n'a pas joué aux Nationals. C'est une bonne réponse. Ah, Effectivement, il a commencé sa carrière aux Blue Jays avec lesquels il a gagné les 2 titres de 92 et 93. Et puis ensuite, il a joué une saison pour les Yankees. C'était en 2004. Il a joué aussi pour les Mets, les Mariners et les Red Sox. Un des gros frappeurs des années 90, hein, 2 fois All-Star, Gold Glove, Batting Champ en 93, 295 de moyenne, 255 home run. Donc c'était un des frappeurs de puissance des années 90. Très bien, déjà une bonne réponse. Alors, deuxième joueur, David Wells. oh, bah, David Wells, Yankees, perfect game chez les Yankees en 99 ou 98. J'ai toujours entre David Wells et David 98. Cohn. Ah, bah, et voilà, La grande saison des David Yankees. Cohn en 99. David Wells, donc Yankees sans problème. Et alors là, j'hésite. Alors c'est pas simple parce qu'il a joué dans beaucoup d'équipes. David Wells Bah était oui, un c'est amateur ça. des contrats courts. Exactement. Allez, j'allais dire, je le vois bien avoir joué aussi aux Blue Jays. Je dirais encore, donc il n'a pas joué aux Nationals. C'est une bonne réponse. Effectivement, il a joué aux Yankees de 97-98 notamment et en 2002-2003, donc notamment la grande saison 98, peut-être la meilleure saison qu'un club ait fait. Puis au Blue Jays, pareil, il y a joué 2 fois, de 87 à 92, il a commencé sa carrière, et en 99-2000, il a joué aux Tigers, aux Reds, aux Orioles, aux White Sox, aux Padres, aux Red Sox, aux Dodgers, et parfois en À l'époque, revenant dans certains clubs. il aurait joué aux Nationals au tout début de l'histoire des Nationals. Du coup, ça aurait été vraiment lui en Voilà. fin de Il carrière. a arrêté en 2007, donc il aurait pu Ouais, jouer voilà. éventuellement à la toute fin de sa 2000. carrière, mais non, il a fait déjà Ouais. assez de clubs comme ça, l'ami Wells, 3 fois All-Star, 2 World Series, donc 92-98, le MVP d'ailleurs
des finales de l'American League en 98. Et comme tu disais, un match parfait le 17 mai 98. Donc il n'a pas un très gros ERA en carrière, hein. Enfin 4-13, c'est pas un super ERA, mais c'est un joueur iconique des années 90 où il était à on se rappelle, David Wells, physiquement, il en imposait un petit peu, on va dire. On va dire pour être sympa avec lui, on va dire qu'il en imposait un peu. C'est ça, c'est un joueur typique de cette période. Alors, troisième joueur, Tanner Roark. Je sais pas si je le prononce bien, mais bon. Tu vois de qui je parle. Sans aucune hésitation, c'est un lanceur des Nationals et qui a joué aux Blue Jays la saison dernière, donc il n'a pas joué aux Yankees. Exactement. Donc lui, il a commencé sa carrière aux Nats de 2013 à 2018, et puis depuis 2020, il joue aux Blue Jays. Il a joué aussi aux Reds et aux Athletics. Pas un très gros palmarès, mais c'est un bon lanceur, hein. Il est à 3,83 d'ERA et il a été médaillé d'or lors de la World Baseball Classic de 2017 avec Team USA. Ah, allez, le quatrième, il va te plaire. C'est notre manager, Aaron Boone, manager des Yankees. Aaron Boone. Il a joué chez les Yankees, il n'y a pas trop d'hésitation. Alors là, j'avoue que je le vois pas, mais c'est pareil. Les Nats, ils ont commencé en 2005, donc s'il a joué aux Nats, c'est au tout début de l'histoire, mais je le vois pas du tout Blue Jays. Donc peut-être aux Nats sur sa fin de carrière et sur le début de l'histoire des Nats. Mais là, j'avoue que c'est un bien joué, Marion. Le cerveau, bien joué. Il a joué une saison aux Yankees, mais quelle saison en 2003? Alors quelle saison? Parce qu'en fait, des héros des Yankees pour une action sur une saison, quoi. Exactement. Il a frappé un walk-off home run pour permettre aux Yankees de remporter la finale de la Ligue américaine face aux Red Sox, face aux rivales. Donc forcément, joueur iconique pour cette action d'éclat. Il a été All-Star une seule fois, c'était cette année-là. Après, il a aussi joué aux Reds, aux Indians, aux Marlins, aux Astros. C'est une famille de joueurs d'élite, hein, puisque son grand-père a été Major Leaguer avec une très belle carrière d'ailleurs. Son père également, alors son grand-père c'était Ray Boone, son père Bob Boone a également eu une très belle carrière. Et son frère Brett Boone a eu aussi une belle carrière. Tous ont été, je crois, All-Star, sauf peut-être le grand-père, mais à l'époque il n'y avait peut-être pas le All-Star encore. Mais voilà, c'est vraiment une famille de champions. Et puis depuis 2018, c'est le manager de nos petits New York Yankees. Premier manager à commencer avec 2 saisons à 100 victoires. S'il pouvait étoffer son palmarès et ramener un titre. Ça serait bien. Ouais, surtout qu'il a été un peu décrié en 2020, donc ça serait bien. Allez, dernier. Alors, est-ce que tu te souviendras de ce joueur? C'est un Taïwanais, le lanceur Chen Ming Wang. Alors, le Yankees. Ouais. Yankees et je vais dire Nationals, donc je vais dire qu'il n'a pas joué aux Blue Jays. Tu m'en veux ou pas? C'était un piège. Il a joué dans les 3 clubs. Dans les 3 clubs, voilà. C'était mon petit piège. J'aurais pu le savoir. Ah oui, les 3 clubs, d'accord. Effectivement. Alors, il a joué aux Yankees de 2005 à 2009. Alors, il n'a pas été champion parce que malheureusement, il s'est blessé en début de saison en 2009, donc il n'a pas pu être du titre avec les Yankees. Il a joué aux Nationals en 2011 et 2012 et il a joué aux Blue Jays en 2013. Il a également joué aux Royals où il a terminé sa carrière. Voilà, c'était un lanceur taïwanais honnête, hein. Il a été quand même recordman des wins en American League en 2006. Et puis après, il a une médaille d'argent aux Jeux asiatiques de 2002. Bon, il aurait pu avoir un titre en World Series si malheureusement il ne s'était pas blessé au début de l'année 2009 avec les Yankees. Bon, voilà. On va dire que je t'ai piégé un peu sur. Je suis tombé dans le piège. Voilà, je t'ai tendu un piège, mais tu as quand même répondu parfaitement sinon à ce quiz. Bon, il y a d'autres joueurs, hein, qui ont joué dans plusieurs de ces équipes. Alors, parmi les joueurs qui ont joué dans les 3 équipes, on compte Adji Cole et David Carpenter, 2 lanceurs. Pour les Yankees, les Blue Jays, on a
alors je l'ai pas fait parce que c'était sinon trop facile. Mais il y a deux légendes, Clement Winfield. Clement, par exemple, ouais. Exactement. Et Dave Winfield, donc deux joueurs, enfin un joueur Hall of Famer et un joueur qui pourrait l'être s'il n'était pas concerné par la stéroïde era, mais qui le sera peut-être cette année. Apparemment, ça serait bien possible. Pour les Nationals et les Blue Jays, on a Marco Estrada, un autre lanceur. Et puis pour les Yankees et les Nationals, on a Starlin Castro, Rafael Soriano ou encore Mark Melancon. D'accord. Soriano qui a laissé un bon souvenir. Ouais. Starlin Castro qui était pas mal aussi. Bon, après il est parti, mais qui était pas les Yankees aussi. Oui, un jeune qui avait été récupéré des Cubs. Ouais. Bah, écoute, Marion, bravo déjà merci. quand même de t'avoir relevé le défi. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi pour partager toutes ces belles œuvres, films et livres et pour ces discussions extrêmement intéressantes. On te retrouvera d'ailleurs bientôt pour avec les Blue Jays pour le podcast en toute franchise. Voilà, avec nos cours de préparation. Voilà, avec nos amis de The Strikeout, on a lancé ce nouveau podcast, donc je vous le conseille en toute franchise. On revient sur l'histoire de toutes les franchises de MLB d'ici l'Opening Day. Donc il y a déjà 6 ou 7 épisodes qui sont sortis, vraiment un podcast de qualité. Et puis n'hésitez pas à aller aussi sur The Strikeout pour voir toutes les articles, interviews qu'on a pu faire par rapport au sujet qu'on a développé dans ce Culture Baseball at-bat. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis aussi à nous dire de quoi vous aimeriez que je parle dans soit les Culture Baseball classiques. Et puis si vous voulez participer à Culture Baseball at-bat, n'hésitez pas à vous signaler. Donc Marion, merci encore, c'était super intéressant de t'avoir dans le podcast. Un plaisir, mais je suis désolée pour la longueur, mais effectivement l'enthousiasme prend souvent le pas sur le chronomètre, donc voilà. Mais un grand plaisir de discuter avec tu sais toi, bien que je suis connu aussi pour faire durer les podcasts beaucoup trop longtemps, donc on t'en voudra pas. Et j'espère surtout avoir donné envie aux auditeurs de découvrir ces œuvres dont on a parlé, qui sont vraiment absolument géniales et qui permettent d'en apprendre. Si on débute dans le baseball, on peut lire ces bouquins ou voir ces films, mais tout de suite ça nous plonge dans l'univers du baseball, donc c'est vraiment super. Très bien, n'hésitez pas à nous donner vos retours sur les réseaux sociaux et on se dit à une prochaine fois. Bye bye.